Pour étudier les végétaux, le CIRAD a mis au point une plateforme d'histocytologie et d'imagerie cellulaire végétale, PHIV pour les intimes. On va voir les microscopes. Donc on a une série de microscopes ici, qui sont des microscopes performants, c'est-à-dire avec une très bonne optique. Donc la caméra permet l'acquisition d'images numériques. En fait, c'est des matrices de chiffres en niveau de gris, codées en niveau de gris. Et là-dessus, on peut retraiter l'image, c'est-à-dire faire des calculs, et des calculs de surface, d'épaisseur, par exemple, pour voir l'épaisseur du tégument de la graine. Donc on peut traiter l'image comme un substrat de calcul. Et c'est ça qui est intéressant dans l'imagerie aujourd'hui. L'imagerie et l'image en général aujourd'hui en recherche est très utilisée et en pleine expansion, quoi. Cette plateforme regroupe le nec plus ultra du matériel d'imagerie. Nous avons ici une installation de microscopie qui est très importante pour nous. C'est donc un système de microscopie confocale et multiphotonique basé sur l'éclairement des échantillons par un faisceau laser. On exploite donc des propriétés optiques des molécules avec des outils qui sont très technologiques. Le système permet également d'acquérir des informations en profondeur dans les tissus. C'est-à-dire que le laser va pénétrer sur quelques centaines de microns, mais le tissu est vivant. Les chercheurs ou les étudiants qui souhaitent utiliser ce système peuvent s'inscrire à la plateforme et réserver ensuite en ligne le créneau qui les intéresse. Nous avons été les premiers à proposer un système de ce type pour la communauté scientifique, un système ouvert à l'utilisation de tout le monde. Des étudiants viennent de loin pour se former sur des installations du CIRAD, et même de Madagascar. Je suis allé à Montpellier pour comparer la diversité morphologique du baobab, c'est-à-dire la diversité botanique, avec la diversité que l'on pourrait trouver au niveau des stomates et des feuilles. Il y a 8 espèces de baobab dans le monde, dont 6 qu'on trouve uniquement à Madagascar, on appelle les endémiques. Mais pourquoi un tel questionnement autour du baobab ? Côté conservation, il y a que la régénération naturelle du baobab est quasi nulle en milieu naturel. Donc les arbres sont de plus en plus vieux et un jour ou l'autre ils vont disparaître. La disparition du baobab ? Catastrophe. Les 6 espèces malgaches sont menacées d'extinction. Et il y en a parmi ces 6 espèces, 3 espèces qui sont quasi disparues. C'est-à-dire sur 3 des espèces, il y a à peu près une centaine, il reste une centaine de pieds. Donc l'idée, en fait, c'est de comprendre quelles sont les bases de cette disparition. Donc là, il y a toutes des études sur le terrain qui allient les populations locales, des enquêtes, j'allais dire géographiques, mais aussi sociologiques. On travaille tous, il n'y a pas que moi qui travaille sur le baobab. Moi, je travaille sur cette partie, juste vraiment une caractérisation des espèces. Les chercheurs, pour essayer de comprendre les différences entre les espèces, inspectent les cellules et font le compte des chromosomes. Aujourd'hui, un des objectifs, c'est de comprendre la façon dont c'est structurée cette diversité au niveau génétique et essayer aussi de maintenir en fait, de façon artificielle, c'est-à-dire avec l'intervention de l'homme, cette reproduction des baobabs pour pouvoir les pérenniser, c'est-à-dire les multiplier, avoir des jeunes pousses, les replanter, sachant que pour faire un baobab adulte, il faut plusieurs centaines d'années. Il y a des baobabs qui sont âgés de 500 à 1000 ans, même peut-être plus anciens encore. Donc il faut pouvoir régénérer ces espèces qui ne se régénèrent plus aujourd'hui. Avec un premier étudiant en thèse, donc inscrit, qui est de nationalité malgache, Juvé, qui a soutenu sa thèse en 2009. On a mis au point des traitements, notamment par l'acide sulfurique, qui va attaquer en fait cette couche, ce tégument très solide, qui permet un accès plus facile à l'eau, donc la graine de s'hydrater, donc de lever cette inhibition à la germination. Et donc ça marche très bien aujourd'hui. Donc la question qui est venue après, c'est naturellement, est-ce que ces graines peuvent germer, notamment parmi tous les animaux qui peuvent ingérer des graines, les disséminer, est-ce qu'il y a des espèces plus appropriées aujourd'hui que d'autres? Donc là, un deuxième thésard, une thésarde est venue cette année, donc elle avait récupéré
en fait des graines dans des excréments de différents animaux. Et il se trouve qu'une des espèces les plus efficaces se trouve être les tortues malgaches, donc qui ont un transit intestinal très lent et une acidité gastrique suffisante pour attaquer en fait cette couche de téguments silicifiés. Voilà. Donc on sait qu'on peut compter sur cet animal pour disséminer les graines et les rendre, j'allais dire, aptes à la germination. Donc on voit qu'on travaille sur un système de biodiversité, de conservation de la biodiversité qui doit être multiple, donc une espèce végétale, le baobab, qui dépend dans la conservation. Et la multiplication va dépendre de la conservation des tortues qui ingèrent ces graines. La biodiversité est une chose complexe. Pour la pollinisation aussi. Comme beaucoup de végétaux, le baobab a besoin d'un coup de main. La floraison chez le baobab, la fleur se développe, mais elle ne s'ouvre que la nuit, et elle ne s'ouvre qu'une nuit. Au-delà de la nuit, elle se fane, elle tombe. Donc ça veut dire qu'elle ne peut être pollinisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut être fécondée, donc le transport du pollen, ce qu'on appelle la pollinisation, que la nuit. Donc au départ, il y a encore une centaine d'années, Madagascar était une île très boisée. Donc le baobab se trouvait en forêt. Depuis, en fait, la forêt est complètement disparue. En fait, il reste beaucoup de savane, mais elle est complètement dégradée. Donc on peut supposer que l'habitat des animaux qui pollinisaient ce baobab, au cours de l'évolution récente, et notamment liée à l'activité humaine et l'évolution du climat, a complètement changé. Donc certainement que les pollinisateurs ont changé aussi. Donc, quels sont aujourd'hui les pollinisateurs du baobab? Est-ce qu'ils sont efficaces dans leur travail de pollinisation? Donc ça a été une grande question. Et donc une étudiante malgache est venue, donc elle travaille de nuit en haut des baobabs et elle piège tous les animaux qui peuvent visiter une fleur pendant une nuit. Donc elle a identifié des papillons, des sphinx, des lémuriens. Elle a identifié également des chauves-souris. Et donc on a récupéré du pollen sur ces différents animaux. Et on l'a amené ici sur la plateforme d'imagerie pour essayer d'identifier ces pollens. Donc on a pu savoir chaque pollinisateur potentiel. Et après, en fait, on s'est intéressé à la biologie de ce pollen. Donc comment ce pollen germait sur les stigmates, donc sur la partie femelle de la fleur. Pour la première fois, on a pu décrire le zygote, c'est-à-dire la cellule œuf, donc issue de cette fécondation, donc qui est le baobab à l'origine unicellulaire. Donc vous voyez, on a pu obtenir des photos spectaculaires donc d'une cellule qui représente le futur baobab. Donc on imagine le nombre de divisions de ces cellules pour arriver à cette cellule qui au départ est très fragile, pour arriver à constituer ce colosse qui est le baobab, quoi. On enrichit les connaissances de ces étudiants, on les forme à des nouvelles technologies, et eux nous amènent des tas d'informations inédites sur le baobab, notamment tout l'aspect local, considération par les populations locales, et c'est très enrichissant de pouvoir allier les moyens qui sont au nord, les problématiques qui sont au sud, avec tout le dispositif et toute la connaissance des plantes qu'il y a sur le terrain, notamment pour le baobab à Madagascar.